Bonsoir, chers amis internautes, et bienvenue à cette émission du dimanche 13 septembre 2020. Toutes nos excuses pour ce retard dû à des petites difficultés techniques. Cette émission sera essentiellement consacrée à l'actualité politique du Bénin. En effet, à 7 mois de la présidentielle de mars 2021, c'est toujours le calme plat au Bénin. Contrairement à l'effervescence habituelle, nous assistons à une indifférence peut-être motivée par toutes les incertitudes autour de cette échéance. Les réformes politiques conduites depuis 2016 ont conduit le Bénin dans un scénario qui pourrait être inédit pour la présidentielle 2021. Pour la première fois en 30 ans, la présidentielle pourrait ne connaître que des candidats proches du pouvoir. En ce sens que pour être candidat, il faut le parrainage des députés et des maires qui, non sait, soutiennent en majorité le pouvoir de Patrice Talon. Pour que cette élection présidentielle ne soit pas un match amical, plusieurs voix s'élèvent pour réclamer la suppression des dispositions chrysogènes du code électoral, dont le parrainage. Ces mêmes voix demandent l'inclusion de l'opposition dans les organes de gestion des élections, sans oublier l'appurement de la liste électorale. Par ailleurs, l'actualité politique de ces derniers jours a été marquée par la sortie médiatique de Lionel Zinsou. Pour apprécier les faits marquants de cette actualité politique nationale, nous avons le plaisir de recevoir Dr Nandin Ange Kokode, médecin urgentiste, acteur politique et par ailleurs membre du collectif pour l'ordre démocratique et républicain. Bonsoir, Dr Kokode, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous, et Jules Yosso. Bonsoir aux spectateurs, aux web spectateurs, j'allais dire. Et puis, désolé un tout petit peu pour ces problèmes de technologie, mais on va y arriver quand même. Je voudrais rappeler aux internautes que cette émission est interactive et les internautes qui le souhaitent peuvent participer en mettant leurs questions en commentaire à cette vidéo live. Avant de revenir aux questions purement politiques, le 5 septembre dernier, l'ancien Premier ministre béninois Lionel Zinsou était sur RFI. Avec votre permission, Dr Kokode, je voudrais partager avec nos internautes un court extrait de sa sortie. Le travail des gens, c'est ce qui est essentiel. Je pense que le Bénin travaille bien. Je pense que dans l'agriculture, le Bénin vient de faire une démonstration à laquelle personne ne s'attendait vraiment, c'est-à-dire on a doublé la production de coton en 4 ans. On est devenu le premier pays producteur de coton d'Afrique de l'Ouest, qui est une région importante au niveau mondial dans ce domaine. C'est-à-dire qu'on a augmenté et les surfaces et les productivités, les rendements. Donc ça correspond à de l'enrichissement réel des paysans béninois. Et comme l'agriculture est le premier client, le premier fournisseur de tous les autres secteurs, ça a des effets d'entraînement qui ont d'ailleurs compensé en taux de croissance la fermeture nigériane des frontières. Mais dans la foulée, ce que les gens ne voient pas toujours, c'est qu'on a la même progression sur le maïs, sur le manioc, sur l'ananas, sur l'anacarde. Et si vous voulez, ça a fait le taux de croissance du Bénin. Alors, vous allez dire que je me démarque légèrement du jugement de l'opposition, mais en vérité, je pense que c'est le travail des Béninois, des paysans béninois et de tous les secteurs qui y concourent. Donc, je pense que c'est une économie qui progresse. Je pense qu'elle progresse d'ailleurs très régulièrement depuis une quinzaine d'années, de façon assez saine. Je pense que l'environnement des affaires ne se dégrade pas. Je pense que, au total, la seule question que nous partageons avec tous les pays de notre région, l'UEMOA, dans son ensemble, va mieux que la moyenne de l'Afrique. C'était le Premier ministre, l'ex-Premier ministre béninois Lionel Zinsou qui évoquait la résilience du Bénin
face à la fermeture de la frontière avec le Nigeria. Dr Kokode, ce n'est pas la première fois que le Nigeria ferme ses frontières avec le Bénin, mais comment expliquez-vous que cette fois-ci, cette fermeture dure bientôt ou bien a duré un peu plus d'1 an? Merci. Alors, pourquoi cette fermeture dure bientôt plus d'1 an? Est-ce que moi je peux répondre? Ça, c'est franchement une réponse que ne peut nous donner et le Nigeria et le Bénin. Donc, c'est à mon avis purement diplomatique. Mais c'est vrai que le Nigeria nous reproche un certain nombre de choses, à tort ou à raison, j'en sais rien. Et peut-être que le Nigeria, quelque part, tire un certain bénéfice du fait que les frontières sont fermées, j'en sais absolument rien non plus. Toujours est-il que sur le plan diplomatique, il ne me semble pas évident que nous soyons démenés, voilà, parce que peut-être que nous disons aussi ici au Bénin que quelle que soit cette fermeture, malgré cette fermeture, j'allais dire, nous pourrons nous en sortir. C'est l'essai de réponse que je puisse donner. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais pour savoir exactement ce qui se passe depuis et que ces deux pays amis, ces deux pays frères n'aient pas pu rouvrir les frontières assez rapidement. Comprenez-vous, suivant l'audio qu'on vient de suivre de Lionel Zissou, comprenez-vous comment les performances agricoles du Bénin ont pu absorber les pertes liées à la fermeture des frontières avec le Nigeria? Bon, absorber les difficultés liées à la fermeture des frontières avec le Nigeria, bon, je ne crois pas. Je pense que je l'ai déjà dit sur une chaîne. Je pense qu'il faut se balader dans le Bénin. Je pense qu'il faut aller dans le Bénin profond pour voir si en réalité il y a impact ou pas de cette fermeture. Et la réalité, elle est là. Lorsqu'on fait le tour du Bénin, moi j'ai fait un grand périple à l'intérieur du pays sur une que ce matin. Je puis vous assurer que non, l'impact est bien visible. Le président de la République, le président Patrice Talon, avait dit que le Béninois était résilient. Je pense qu'on peut peut-être résumer à cela le fait que les Béninois ne râlent pas plus que ça. Donc, il ne faudrait peut-être pas qu'on s'appuie sur le fait que les Béninois ne râlent pas pour dire que cette fermeture n'impacte pas. Et de l'autre côté, ben, vous savez, Lionel Zissou, c'est quand même le patron d'une banque privée, hein, donc ses clients, c'est les États. Donc, il est dans son rôle, il a été Premier ministre de notre pays un tout petit peu de façon accidentelle. Il a retrouvé son rôle de banquier. Donc, que ce soit le Bénin, le Nigeria ou j'en sais rien, Singapour, aujourd'hui, c'est pareil. Donc, et nous n'oublions pas qu'aujourd'hui, lui, il a besoin de travailler. Il a aussi besoin, peut-être à la limite, de dire oui, ça se passe bien ici ou là, pour des raisons que moi, je ne peux pas dire, mais enfin, des raisons globalement de banquier. Voilà. Donc, monsieur Lionel Zissou, il reste un tout petit peu égal à lui-même. Je pense qu'il ne faut pas oublier que monsieur Lionel Zissou, lorsqu'il s'est présenté aux élections ici, que cela ne s'est pas bien passé, il est reparti en laissant un goût d'amertume aux Béninois, une sorte de négligence de son électorat. Et je pense qu'il est dans le même rôle. Je pense que l'électorat béninois ne l'intéresse pas. Il n'est pas de l'opposition, il n'est pas de la mouvance. Il reste un homme d'affaires, un businessman qui calcule de façon très, très froide, enfin, qui prend de façon très, très froide les résultats qu'on lui donne et qui tire ses conclusions. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Je l'ai déjà dit plus d'une fois et les Béninois sont extrêmement impactés par ce qui se passe. Les chiffres qu'on nous avance demeurent que des chiffres et j'ai toujours dit que les chiffres, on peut en faire ce qu'on veut. La réalité sur le terrain est celle-là que 40%, plus de 40% des Béninois ont toujours moins de 800 francs par jour. Ça, c'est une réalité. Il y a toujours des écoles dans le Bénin, au fond, qui ne sont
toujours pas couvertes, qui sont toujours des apathans. Ça, cette réalité existe. Il y a toujours des routes, enfin, il y a énormément des routes, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, qui sont demeurées des pistes. Voilà, M. Lionel Sissou, il est dans son rôle, il est un peu déconnecté de la réalité béninoise, c'est à croire à la fin, s'il n'avait pas juste accepté le poste de Premier ministre par obligation. Vous venez de le dire, vous revenez d'une, on peut dire, une tournée sur le terrain, mais par rapport à vos constats, quel regard vous portez sur l'économie béninoise de façon globale? Ah, c'est dur, hein? C'est triste quand même, parce que, vous savez, tous les prix ont doublé, quadruplé, hein, et ce n'est pas en 10 ans que cela se passe. Le gari qui est le repas de base globalement, quoi. Et aujourd'hui, il est extrêmement cher. Mais c'est les réalités du terrain, ça. Il y a beaucoup de gens qui ne mettent pas de viande ou de poisson dans leur sauce. C'est aussi une réalité. De l'autre côté, cette frontière du Nigeria dont on vient de parler, elle impacte quand même sur la production agricole. Vous savez, des tonnes de tomates qui sont jetées. Et ces paysans-là, ils n'ont pas de subvention. On n'est pas en Europe ici, donc ils se débrouillent comme ils peuvent. Ça, c'est les réalités du terrain, ça. Donc, qu'on nous dise aujourd'hui que tout est stable, rien n'a changé, je pense qu'il faut aller sur le terrain pour le constater avec le plus grand respect que j'ai pour M. Lionel Sissou. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est déconnecté de la réalité des Béninois et nous en reparlerons, nous ferons un petit travail là-dessus dans quelques semaines et pour pouvoir répondre de façon plus précise à cette question. Une des questions qui nous revient souvent, c'est que ces derniers temps, on a remarqué que le gouvernement béninois fait recours de façon pratiquement mensuelle aux emprunts obligataires. Mais dans un contexte où on dit que l'économie va bien, on peut l'expliquer selon vous? Vous savez, les emprunts obligataires, je ne suis pas économiste, hein, les emprunts obligataires, pour le peu que je sache, c'est des emprunts auxquels on recourt au dernier moment. Voilà. Et c'est des emprunts qui sont en général utilisés pour le développement, pour l'industrie. Aujourd'hui, nous avons des emprunts obligataires pour des dépenses de prestige. Construire notre marina, hein, aux mille et une fleurs, hein, et faire des routes, de l'asphaltage. Et ça veut dire que globalement, nous faisons des emprunts qui ne servent pas directement au développement. Voilà. Et qui va payer ces emprunts-là? J'ai l'impression, mes sources sont vraies, que nous avons fait en 4 ans plus de 2 fois, presque 3 fois les emprunts obligataires qui ont été faits en 10 ans sous le président Yahya Boni. Il faut se poser des questions. Et ces emprunts seront remboursés tout de même. Alors, donc le problème, ce n'est pas les emprunts obligataires, mais leur destination. Et la masse, quel que soit le chef d'État qui viendra diriger le Bénin à partir de 2021, celui-là sera obligé de rembourser de très grosses dettes. Donc, les emprunts obligataires, telles qu'elles sont faites aujourd'hui, nous ne savons pas pour quelle destination exactement sur le plan, j'allais dire, quelle destination sur le plan pratique. Hein, voyez-vous, comme je l'ai dit, vous voyez, quand vous parcourez le Bénin, on nous parle d'asphaltage. Et cet asphaltage dont on nous parle, vous ne le voyez pas. Vous savez, dès que vous sortez de Cotonou, que vous prenez la route, vous arrivez à Calavi, que vous remontez dans le nord du Bénin, mais vous explosez le dos, vous explosez les rotules de votre véhicule. C'est de ça dont il s'agit. Et voilà. Donc, oui, aux emprunts obligataires, mais celles que le régime de la rupture est en train de nous faire aujourd'hui, qui font plus de 2 fois et demi ce qui avait été fait en 10 ans, nous ne savons pas à quelle fin, à quelle destination. Et de toute façon, nous serons obligés de la rembourser. Mais est-ce qu'on peut reprocher à un pays qui n'a pas de ressources minières, qui n'a ni de pétrole, ni d'or, de faire des emprunts pour pouvoir construire des infrastructures?
Mais là, on ne parle pas de la même chose, M. Yossou. Là, vous me parlez de faire des emprunts. Un pays qui est bancable peut faire des emprunts sur les marchés. Voilà. Et le problème aujourd'hui, c'est que notre pays n'est certainement pas bancable. Notre pays n'est pas bancable. Et un pays qui se porte bien, comme le dit M. Lionel Zissou, devrait être bancable et ne devrait pas recourir aux emprunts obligataires tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cela veut dire que sur le marché, nous ne sommes pas solvables. Il y a un problème. Il faut aller faire. Nous avons besoin d'emprunts pour nous développer. Mais les emprunts obligataires, comme je l'ai dit à l'entame de ma réponse, sont des emprunts de dernier recours. Et nous, ça devient en fait notre mode. Nous allons aborder quelques questions d'actualité politique. Je commence par le dernier communiqué du parti en création, le parti Les Démocrates. Selon ce communiqué, les membres fondateurs de ce parti reçoivent des intimidations. Selon vous, qui êtes un observateur politique, qui a intérêt à intimider les membres fondateurs du parti Les Démocrates? Mais écoutez, j'avoue qu'il ne s'agit pas d'un communiqué que j'ai très bien saisi. Mais globalement, il s'agirait de membres fondateurs non influents qui sont intimidés, parce qu'on ne va pas chercher les membres fondateurs influents. Bon, je pense que d'un côté, l'État, le ministère de l'Intérieur est certainement dans son rôle de faire des enquêtes lorsqu'il y a création de partis. Un parti, ne l'oublions pas, est une association. Donc, on est en devoir de faire des enquêtes lorsque on veut créer un parti. Par contre, là où le bas blesse, si en voulant créer, en voulant faire ces enquêtes, on intimide les gens et qu'on les amène peut-être, on veut les amener à démissionner, on veut les influencer d'une telle façon à que ce parti ne se crée pas, là, il y a de l'eau dans le gaz. Et je pense, je dirais sans aucune hésitation, que c'est certainement les méthodes de ce gouvernement. Depuis 2 ans, j'ai déposé une création d'association. Une association dont le rôle, un tout petit peu, est de la gouvernance, hein, la bonne gouvernance. Depuis 2 ans, nous n'avons pas reçu de récépissé. Nous n'avons pas reçu de retour. Voilà, nous avons essayé de comprendre, nous n'avons pas compris. Et lorsque vous vous dites, normalement, après 2 mois, vous pouvez rester en justice, aller appeler un huissier, cela ne se passe pas comme ça au Bénin. On vous dit non, vous ne pouvez pas aller au journal officiel. Bon, bref, cela devient très compliqué. Je pense que nous sommes dans un pays aujourd'hui où nous savons tous que les libertés individuelles et les libertés communes, la liberté de se regrouper, la liberté de se rassembler, la liberté de vivre librement comme un citoyen, toutes ces libertés ont été régentées par le régime qui est là. Et que ces libertés, on nous enlève, c'est-à-dire que même chez vous, à la maison, vous ne savez pas si vous êtes toujours chez vous, à la maison. C'est à cela que nous sommes arrivés dans ce pays. Et c'est cela qui doit cesser. C'est cela qu'on doit arrêter. Le Bénin est devenu un État policier. Le Bénin aujourd'hui, c'est pire, et je le dis avec gravité. Le Bénin, c'est pire que la Corée du Nord. En Corée du Nord, on peut encore se retrouver à 4, 5, 6 dans la rue et discuter sans risquer d'être interpellé. Voilà. Nous qui osons prendre la parole, nous savons que nous risquons gros en prenant la parole. Les injures sur les réseaux sociaux, les intimidations diverses, et peut-être pour certains qui sont en exil, l'obligation de partir et de ne pas revenir parce qu'ils en ont peur pour leur vie, entre autres. Il faut que tout ceci change. Si les intimidations dont vous parlez sont des intimidations pour empêcher ce parti de se faire librement, je pense que le ministère de l'Intérieur devrait revoir sa copie. Je l'ai dit, je ne sais pas exactement ce dont il est question, mais si ce sont des intimidations pour empêcher un parti de naître selon la loi qu'ils ont pondue, ils devraient arrêter. Le parti Les Démocrates, quand on voit sa structure, c'est un gros parti qui va naître. Cela prouve déjà que, cela prouverait, j'allais dire, que ceux qui nous gouvernent ne sont pas sûrs de leur UP et de leur BR.
Voilà, et qu'il voit là un gros concurrent, et que ce concurrent, il faut l'empêcher à tout prix. Il y a d'autres partis qui ont déposé, j'en suis certain, j'en connais au moins un, et qui jusque-là, depuis plus de 2-3 mois, n'a pas eu son récépissé. Donc, une chose est de dire, nous voulons que les partis se créent. L'autre chose est de laisser les choses se faire normalement. Si ces partis-là arrivent à déposer les dossiers de leurs 1150 adhérents et que ces dossiers sont déposés en bonne et due forme. Laissons vivre la démocratie dans ce pays. Parlant des partis politiques, le gouvernement a décidé d'accorder un financement de 3 milliards aux partis politiques. Selon les premières indiscrétions, 3 partis, l'UP, le BR et puis les FCBE devraient bénéficier de ce financement. Peut-on dire que ce financement est une avancée majeure dans le paysage politique béninois? Oui, absolument. Moi, vous savez, j'ai suivi sur les réseaux sociaux tous les échanges qu'il y a eu sur cette annonce, soi-disant, n'est-ce pas, il se prépare pour les élections présidentielles. Vous savez, on peut donner 20 milliards à l'UP, au BR et au FCBE version ouais, oui. Voilà. On peut leur donner 20 milliards chacun à la fin du quinquennat de Patrice Talon. Patrice Talon partira. Pour moi, Patrice Talon est déjà parti. Donc, que les gens arrêtent de supputer. C'est dans la loi qu'on distribue de l'argent, on n'a qu'à leur donner des sous. Ils n'ont qu'à corrompre qui ils veulent avec, si c'est cela le but. Je n'en sais rien. Moi, j'évite, lorsque je parle politique, de dire des choses que je ne sais pas et de rester dans les suggestions, dans les supputations. Voilà. Le Béninois est un homme mûr. Le peuple béninois est un peuple mûr. Distribuez l'argent, distribuons l'argent, mais laissez-nous aller aux élections dans les règles et vous verrez si cet argent servira à quelque chose ou pas. Parlant des réformes politiques, elles ont conduit à une crise politique endémique depuis les élections législatives contestées d'avril 2019. Ce qui a amené certains Béninois, dont vous faites partie d'ailleurs, Dr Kokodé, à la mise en place d'un collectif pour l'ordre démocratique et républicain. Ce collectif a soumis un manifeste aux acteurs politiques, dont le principal destinataire est le président de la République, Patrice Talon. Lors d'un point de presse le 4 septembre dernier, le CODER, le nom du collectif, a déclaré n'avoir pas reçu un retour de la présidence. Je vais vous faire écouter un extrait de ce point de presse que l'un de vos porte-paroles, ou bien l'une de vos porte-paroles, Madame Célestine Zamou. Qui que vous soulevez, est-ce que ce n'est pas utopique de restaurer la démocratie avant les élections? Je trouve qu'il n'y a rien de plus normal que d'arranger les choses. Et le premier bénéficiaire de cette restauration avant les élections, le premier bénéficiaire sera même le président de la République s'il est candidat. S'il est candidat, il doit se rappeler qu'il a été élu dans des conditions démocratiques qui lui ont conféré une certaine légitimité. Et s'il va aux élections actuellement dans les conditions que nous connaissons, mais il perdra en légitimité. En femme d'expérience, pour avoir été à un certain niveau de responsabilité, je peux vous dire que perdre un président de la République, perdre en légitimité lors des élections, mais ça coûte très cher. Ça coûte très cher à la personne, ça coûte très cher au pays. Je ne veux pas vous rafraîchir la mémoire, mais je veux seulement vous dire qu'il est le premier bénéficiaire si vraiment il veut conserver une certaine légitimité pour continuer à se mouvoir à la tête haute sur le plan international. Il a intérêt à y aller. Le deuxième, les autres bénéficiaires, ce sont les autres candidats qui devront quand même collaborer à ce que le terrain soit déblayé. Voilà un monsieur qui est venu s'asseoir avec des tessons de bouteilles et des clous et nous demande de marcher là-dessus. Le CODER est cette planche que nous mettons sur cette tesson de bouteilles pour que si d'autres doivent aller s'asseoir, ils puissent aller s'asseoir dans des conditions démocratiques qui leur donnent toute la légitimité. Ceux qui ne parlent pas le même langage que nous, nous avons pris langue avec tout le monde. Et je peux vous dire que nous avons eu des réunions, des contacts très sérieux et au niveau très élevé
avec tous ceux-là auxquels vous pensez en ce moment-là. Et je pense que la collaboration va se faire pour que l'ordre démocratique soit rétabli avant les élections au Bénin. Il y va de l'image de notre pays et nous ne lâcherons rien pour que l'image du Bénin soit redorée. Parce que ce sont des acquis que nous avons eus au prix de luttes et de sacrifices énormes. Au prix de luttes et de sacrifices énormes, il n'y a pas de raison et il n'y aura pas de répit possible pour nous pour qu'on atteigne cet objectif. Merci. On ne peut pas reprocher au CODER d'avoir essayé d'apporter sa contribution à l'apaisement de la situation politique nationale. Mais après ce silence du gouvernement, peut-on dire que cette initiative a échoué et qu'il faut explorer d'autres avenues, Dr. Kokode? Écoutez, je pense que c'est aller très vite en besoin que de penser que cette initiative a échoué. Pensez-vous que, CODER, nous soyons assez naïfs, que notre chef d'État, le président Patrice Talon, soit empreint d'assez d'humilité pour répondre à des morpillons comme nous? Je pense que c'est ainsi qu'il faut le prendre. Le CODER, à la limite, n'effraie pas. Voilà, le CODER ne pourrait d'ailleurs pas effrayer, puisque pour l'instant, personne n'en mesure la détermination. Mais la réalité est que nous sommes déterminés. La réalité est que nous sommes déterminés pour le retour dans ce pays d'une sorte de légitimité. Et c'est ce dont Mme Célestine nous parlait. Elle parlait de légitimité. Nous avons un gouvernement qui, depuis qu'il est là, n'œuvre que pour la légalité, c'est-à-dire faire des lois à 2-3 heures du matin, faire tripatouiller des lois à tout prix pour imposer des députés, pour imposer des maires et voilà, pour imposer un parrainage. Voilà un tout petit peu. Et le peuple n'a pas besoin que de la légalité. Le peuple a aussi besoin de la légitimité. Et un chef d'État, comme le disait Mme Célestine Zanou, qui perd en légitimité, il a tout perdu. Et qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, en tout cas, moi, personnellement, je n'ai plus confiance au président Patrice Talon, ni à l'équipe qui l'entoure. C'est-à-dire que même si légalement, le président Patrice Talon a le droit de revenir, il a dit devant le peuple béninois, lors de son serment, que lui ne fera que 5 ans. À partir de cet instant, ces 5 ans, il ne devrait pas les dépasser d'une seule journée. Il en a rajouté à peu près 50 déjà. Donc nous attendons juste que le président Patrice Talon s'en aille. Mais au-delà, le CODER demande des assises avant les élections, afin de pouvoir aller à ces élections de façon apaisée. Nous pouvons dire, je pense, que nous avons reçu des réponses qui ne sont pas celles du président de la République. Et ces réponses, ceux qui les ont envoyées se connaissent. Ces réponses ne sont pas celles que nous attendions. Nous attendions les réponses du bon père de famille, selon le terme juridique. Le bon père de famille, c'est le président de la République. C'est celui qui recherche des élections dans des conditions apaisées, telles que lui, il les a eues en venant au pouvoir. Patrice Talon est arrivé dans des conditions apaisées. Il n'est pas question que nous allions aux élections en 2021 dans des conditions non apaisées. Et c'est pour cela que nous lui avons dit globalement que si les élections ne se passaient pas bien, si cela se passe comme les élections législatives où il y a eu des morts dans ce pays, il en sera le seul responsable. Il ne faudrait pas qu'on attende, n'est-ce pas, qu'après avoir été prévenu, on aille se cacher derrière des lois d'amnistie. Cette fois-ci, le président Patrick aura été prévenu. N'importe quel Béninois, n'importe quel citoyen, où qu'il se trouve sur la terre, n'importe quel citoyen béninois a le droit d'interpeller le président de la République. Et c'est ce que nous avons fait. Nos actions, nous l'avions dit, ne s'arrêteront pas à cette injonction. Donc, on aura tort de croire que c'est déjà fini. Nous savons globalement que le président Patrice Talon se présentera peut-être aux élections. Et je dirais, pour une fois de plus, il aura trahi le peuple béninois qui a confiance en lui. Et il nous aura fait comprendre en définitive que la parole d'un homme politique n'est que du vent. Parce que
lorsque vous, en venant aux élections, vous promettez que vous n'allez pas récupérer les sous que l'État serait censé vous devoir, et que la première action que vous faites, c'est d'aller les rechercher. Lorsqu'en venant au pouvoir, vous promettez, entre autres, que vous alliez sortir des affaires, et qu'en réalité, vous n'êtes jamais sorti des affaires. Lorsque vous promettez que vous n'allez, en 5 ans, vous allez faire le job, ça c'est à l'Élysée que ça a été dit. D'accord? Je me souviens, le sourire un peu narquois du président François Hollande. Et lorsque vous promettez, lors de votre cérémonie de serment, la passation de service, la prise de pouvoir, en réalité que vous ne ferez que 5 ans, et que vous revenez là-dessus, c'est que vous dites au peuple béninois, vous lui envoyez un message négatif. Ça veut dire que pour être un bon politicien, il faut être un menteur. Moi, je pense que la politique peut se faire avec éthique et avec beaucoup de fierté. Et c'est aujourd'hui ce que nous reprochons à tous ceux qui se lèvent à droite, à gauche pour dire nous voulons que le président Patrice Talon parte de nouveau aux élections parce qu'il n'y aurait aucun Béninois qui puisse faire ce job à sa place. Tous les Béninois, je l'ai déjà dit, en âge d'aller aux élections présidentielles, selon notre constitution, peuvent faire ce job. Et c'est tellement mieux que ceux qui sont là aujourd'hui. Parce que lorsque vous allez vous diriger un peuple, que vous ne le dirigez pas avec amour, c'est qu'il vous manque quelque chose. Lorsqu'il n'y a pas d'humanité, lorsqu'il n'y a pas d'humanisme dans votre gestion, c'est qu'il manque quelque chose. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Le CODER est cette structure qui rappelle que, et Mme Célestine Zanou le dit très bien, on pose une planche sur le piège, sur les épines, sur les ronces, sur tout ce qui peut nous gratter, aussi bien les jambes que le dos, pour dire, mettons-nous sur cette planche pour aller aux élections. Voilà. Et c'est ce que nous demandons, que des assises soient faites avant. De toute façon, que ces assises, le président Patrice Talon accepte de les faire avant. C'est l'idéal. Mais s'il accepte de ne pas le faire avant, eh bien, celui qui viendra sera obligé de le faire. Nous n'en démordrons pas et nous ne reculerons pas. Dans votre manifeste, vous venez de le dire, suggéré une assise pour, je crois, le 31 août. Vous n'avez pas eu une réponse favorable. Quelles sont les prochaines étapes pour vous, pour le collectif? Monsieur Diosso, on ne peut pas dire qu'on n'a pas eu une réponse favorable. Nous avons eu une réponse qui était assourdissante. Parce que le silence, voyez-vous, c'est une réponse assourdissante lorsqu'on ne veut pas que les choses se passent bien dans les conditions où nous sommes aujourd'hui. Voilà. Je voudrais rappeler que je ne suis pas porte-parole du CODER et que, de ce fait, je ne peux pas ici me permettre de donner les prochaines étapes. Mais ceux qui sont branchés sur le canal du CODER, sur notre page Facebook, ou ceux qui sont branchés sur notre page Internet, suivront allègrement les prochaines étapes. Par rapport à votre question, je ne peux que répondre cela. Pas que je fuis, mais je n'ai pas été mandaté ici pour donner ce genre de réponse. Souvent, dans les revendications actuelles, certains proches du pouvoir vont vous opposer le fait que pendant les 30 dernières années, nous avons vécu la démocratie, mais ça n'a pas apporté réellement le développement. Est-ce que c'est le prix à payer actuellement pour pouvoir changer le pays? Le fait de porter en torse à la démocratie pour pouvoir faire avancer le pays. Qu'en pensez-vous? Ce que j'en pense, c'est que ce sont des gens de mauvaise foi. C'est des gens de mauvaise foi. Vous savez, on ne peut pas dire qu'en 30 ans de démocratie, il n'y ait pas eu d'avancée démocratique dans ce pays. Si le Bénin voulait une autocratie ou si le Bénin voulait une démocrature, oui, nous saurions opter pour ça. Nous ne voulons pas de dictature et nous n'avons pas besoin d'un guide éclairé. Le Bénin, pour avoir le courage de le dire, ce n'est pas la Chine. Le Bénin, ce n'est pas le Rwanda. Le Bénin, c'est un pays qui a une jeune démocratie, une démocratie qui vit. Et toutes les démocraties que vous connaissez dans le monde n'ont pas été n'ont pas été construites en quelques années, en 30 ans. Le chemin se fera petit à petit et nous la construirons, cette démocratie. Tous ceux qui disent qu'il faut retourner à la dictature, figurez-vous que ce sont
des gens qui certainement quelque part s'en mettent plein les poches et qui profitent du désordre ambiant pour pouvoir ne penser qu'à eux-mêmes. Nous pensons au peuple béninois. Nous pensons au peuple qui a besoin de liberté. La liberté, c'est un droit universel. Et voilà, nous avons un peuple qui a besoin de jouir de cette liberté-là. Et la Convention universelle des droits de l'homme, d'accord, est touchée à notre Constitution. Ça veut dire que si nous voulons aller à la dictature, c'est de cela dont il s'agit, il faut aller à une autre constituante. Voilà. Pour l'instant, notre pays est sous le régime de la démocratie. Et c'est cette démocratie, globalement, qui permet à ceux qui sont là, à ceux qui nous dirigent aujourd'hui, d'être au pouvoir. Et ils vont souffrir, ils souffriront de ce que cette démocratie-là persiste. Il y a aujourd'hui un certain nombre de dispositions du Code électoral qui inquiètent les acteurs politiques par rapport à la présidentielle de 2021. Parmi ces dispositions, on peut citer le parrainage, le fichier électoral, la composition du COSLEPI. Aussi bien votre collectif et les OSC, les organisations de la société civile, demandent une relecture en urgence de ces dispositions pour une élection apaisée. À 7 mois de la présidentielle, est-ce que ce n'est pas définitivement perdu de s'engager dans une relecture du code électoral? Pensez-vous que dans notre pays, cela soit définitivement perdu? Mais non, nous sommes dans un pays où on arrive à faire une loi. Vous savez, cette loi, j'arrive jamais à savoir ce que c'est. Elle est complétive, ou elle est… Voilà. Hein? Dans notre pays, on arrive en plein processus électoral communal à changer une loi pour permettre à des chefs de parti de désigner des maires qui devraient être élus. Voilà. Si dans notre pays, on arrive en plein processus électoral, en quelques heures à le faire, je pense qu'en 6 mois, on peut faire la relecture de toutes les lois. Donc, dire qu'on ne peut pas le faire, c'est peut-être de mauvaise foi. Je ne suis pas juriste, je ne sais pas dire si on peut considérer ceci comme une jurisprudence, mais pour moi, c'en est une. En tout cas, pour moi, c'est une jurisprudence sociale. Et c'est le peuple qui l'exige, c'est le peuple béninois qui l'exige, qu'on fasse la relecture. Vous savez, moi, je ne suis pas contre le parrainage. Je ne suis pas contre le parrainage. Je ne suis même pas contre le parrainage politique. Mais lorsqu'on sait que ce parrainage politique doit se faire par des députés mal élus, parce qu'il n'y a que l'UP et le BR qui sont à l'Assemblée, on sait comment ils ont été élus. On sait comment on a tout fait pour empêcher les autres partis, en tout cas beaucoup d'autres partis, d'être de la course. On peut me dire aujourd'hui que ces partis-là ne voulaient pas faire leur mise en conformité. Ce n'est pas que ça. C'est manquer d'éthique politique que de le dire. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour que ces partis-là n'aillent pas aux élections. Et que ces députés-là, on voit très bien comment ils ont été installés au forceps. Ils ont été installés au forceps, ces députés. Donc, on est obligé de dire que ces députés sont légitimes parce que le juge constitutionnel a dit qu'ils étaient légitimes. Moi, en tant que qu'ils étaient légaux. Moi, en tant que légaliste, je n'ai pas d'autre choix que d'accepter qu'ils sont légaux. Mais ils ne sont pas légitimes parce qu'ils devraient représenter le peuple béninois. Il y en a même qui n'ont pas été élus. Il y a des endroits dans ce pays où il n'y a pas eu de vote. Pourtant, il y a 83 députés à l'Assemblée. Mieux, les élections communales passées, nous avons très bien vu comment le peuple a voulu changer, comment les conseillers ont voulu changer la règle. D'accord? En tout cas, respecter la règle en élisant leur maire selon leur conscience. Et nous voyons comment les chefs de parti se sont mis vent debout pour empêcher que cela se fasse. Et on fait voter une loi, l'UP et le BR, on fait voter une loi en pleine élection pour pouvoir faire passer 52, globalement, je pense, maires sur les 77. Et vous pensez que moi,
j'accepterais si je devrais aller aux élections. Vous pensez qu'un Béninois lambda accepterait s'il devrait aller aux élections, que ce soit ces députés ou ces maires qui appartiennent à un clan donné, qui lui signent son parrainage? Je ne dis pas que cela soit impossible, mais je dis que cela risque d'être difficile. Mais la question, ce n'est pas que la question du parrainage. Ma foi, le COSLEPI, il n'y a que UPBR globalement. Vous savez, la Sénat, elle est sous contrôle. Le juge constitutionnel, il est sous contrôle. N'oublions pas que Joseph Diogbenou, c'est quand même l'avocat du président de la République. D'accord? Et que jamais il n'a dit qu'il n'était plus avocat, même s'il le disait, on ne le croirait pas. C'est de cela dont il s'agit. Il s'agit de donner confiance au peuple béninois. Il s'agit du fait que le peuple béninois doit aller aux élections de façon apaisée. Ma foi, ce n'est pas demander de la mer à boire. Hein? Il faut que nous puissions aller aux élections dans des conditions apaisées. Il faut que nous puissions avoir confiance en nos élus. C'est de cela dont il s'agit. Et c'est pour cela que ceux qui demandent la relecture ont bien raison. Et je vous réponds de façon ferme que c'est possible que cette relecture soit faite avant. Mais nous avions parlé du CODER tout à l'heure. Le CODER ne veut pas que cette relecture. Nous souhaitons qu'il y ait des assises, que les enfants du Bénin se retrouvent autour d'une table, discutent avant d'aller à cette relecture. Nous avons besoin d'apaiser ce pays et c'est très important. Nous ne devions pas aller à des élections en nous entre-déchirant. Le Béninois n'a pas besoin de ça. Le peuple béninois n'a pas besoin de ça. Mais si on se met dans la perspective d'une ouverture pour la relecture des textes controversés, quelle est l'urgence selon vous? Il faut commencer par où? Mais il faut commencer par où? Mais tout est à refaire. Tout est à refaire. Notre constitution, elle a été faite de nuit de façon chevaleresque, sans que personne soit au courant. Voilà, ça c'est la première chose. Donc, la constitution, il faut la revoir. Vous savez, si nous acceptons le parrainage est inscrit en lettres d'or dans la constitution. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, le code électoral. C'est le code électoral qui dit que les élus, c'est les maires et les députés. Et dans les conditions actuelles, les maires et les députés que nous avons, eh bien, hélas, ils ne nous représentent pas. Donc, le code électoral, il est à revoir. La Sénat telle qu'elle est aujourd'hui, nous n'avons pas confiance. Il faut forcément mettre en place une stratégie qui nous permette, quelque part, qui permette au peuple, qui permette au pouvoir en place, enfin, à l'opposition, de contrôler la Sénat. Et ensuite, le juge constitutionnel, je suis désolé de le dire, de le répéter, nous n'avons pas confiance en lui. Nous n'avons plus confiance au juge constitutionnel. Il y a quelques mois, on ne pouvait pas le dire parce qu'on avait peur d'être séquestré, d'être bastonné. Et je dis aujourd'hui, nous n'avons plus peur de le dire. Nous n'avons pas confiance au juge constitutionnel. Le président Joseph Diogbenou, avec tout le respect que je lui dois, ne peut pas déclarer à lui tout seul aujourd'hui comment on appelle ça, la victoire d'un tel ou un tel en toute confiance du peuple. Voilà. Peut-être mettre en place un collège de façon exceptionnelle. Ce pays a été déchiqueté. Nous sommes passés sous un autre régime que le régime que nous avions. Donc aujourd'hui, nous pouvons, le président Patrice Talon a la possibilité de nous faire rêver. Il a 6 mois pour nous faire rêver. Il a 6 mois pour changer les choses. Et il peut le faire. Je vous assure que le président Patrice Talon, s'il veut le faire, il peut le faire. La question aujourd'hui, c'est de savoir s'il veut le faire. Si Patrice Talon veut le faire, il le fera. Donc c'est tout qui est à revoir. Il n'y a pas que le parrainage. Le parrainage, ce n'est qu'un petit goulot d'étranglement à enlever. Et après le parrainage, qu'est-ce qui contrôle le reste? Qui contrôle ce qui se passe dans les urnes? Voilà. Il y a tout un tas de choses à revoir et c'est pour cela que nous avons demandé des assises et qu'il nous faut ces assises pour réfléchir à comment aller à des élections apaisées en 2021. Si on se met dans cette optique, vous rejoignez alors ceux qui revendiquent le retour aux anciennes lois avant le début des réformes. Écoutez, moi je vous ai dit tout à l'heure que j'étais un légaliste. Il y a des lois qui ont été faites et qui ne sont pas bonnes. Et nous sommes sous cette loi aujourd'hui. Les anciennes lois, pour moi, elles existent.
Les anciennes lois n'existent plus. Ne me demandez pas, là, aujourd'hui, de retourner sous la Constitution de 1990, même si cette Constitution, j'y tiens. Notre Constitution a été tripatriée et a une Constitution. Et celle-là, elle ne nous satisfait pas. Si on veut retourner à la Constitution de 1990, il faut qu'on le dise ensemble. Voilà. Je suis un légaliste, je respecte la loi, je suis un républicain, je respecte la République. Donc, je ne dirais pas il faut retourner aux anciennes lois, ce serait de la démagogie, je ne suis pas un démagogue. Aujourd'hui, ce qui est sûr, la situation est quand même incertaine et on a assisté au cours des dernières semaines aussi plusieurs mouvements de jeunes qui appelaient à la candidature du président Patrice Talon. Et en temps, le ministre Irénée Koupaki a fait sortir un communiqué pour demander l'arrêt de ces appels à candidature. Est-ce que comment vous appréciez l'opportunité de ce communiqué qui demande en quelque sorte l'arrêt de la campagne précoce? Écoutez, la première chose sur laquelle j'aimerais intervenir par rapport à ça, c'est déjà la candidature. Que ces appels à candidature soient suscités ou non, et je pense qu'elles sont suscitées, il ne faut pas se cacher, nous sommes au Bénin, et comme le disent les autres, ici c'est le Bénin, c'est le D129, d'accord? Nous sommes au Bénin, je reste presque persuadé que ceci a été suscité. Aller susciter des appels à candidature du président Patrice Talon ou d'Olivier Bocor, on en a vu ça aussi, je pense que c'est méconnaître la loi. Et accepter de faire ces appels, méconnaître la loi. Maintenant que M. Pascal Irénée Koupaki ponde, j'en sais rien, un rappel qui n'est même pas pondu, c'est un test qui avait déjà été, qu'on avait déjà vu circuler, dont ils ont juste changé la date, et mal changé d'ailleurs. C'est un peu ridicule pour notre République, vous savez. Qu'ils pondent ce communiqué, mais je pense que c'est tout simplement la façon dont les pyromanes pompiers agissent. On met le feu et on essaie de l'éteindre. Je pense que ce communiqué ne suffit pas. Je pense que ce communiqué ne nous satisfait pas. Voilà. Et dans les jours qui viennent, nous allons certainement démontrer que ce communiqué ne nous satisfait pas. Ce n'est pas parce que nous restons tranquilles que nous acceptons ou que nous sommes bêtes. Moi, j'ai dit une chose. On peut créer 20 000 associations pour susciter que le président Patrice Talon aille aux élections. Le président Patrice Talon peut se lever au vu de tout ceci et dire « Oh là là, le peuple béninois m'appelle, je dois répondre à son appel. » Mais moi, je vous dis avec gravité qu'il partira et que pour moi, il est parti. S'il veut, il n'a qu'à rentrer en compétition. Il n'a qu'à venir dans cette compétition. Parce que vous savez, à partir du moment où cette compétition aura commencé, il devient un citoyen lambda comme les autres. Il deviendra un citoyen lambda comme les autres. Et le peuple béninois lui montrera qu'il est déjà parti. C'est pour ça que Mme Zanou disait, il tient un tout petit peu à la légitimité, globalement. Il n'a qu'à respecter la parole donnée. Je me souviens, dans Sous l'orage, Famaragan qui disait la parole donnée. Donc, la parole donnée. C'est quelque chose qui nous est cher en Afrique, la parole donnée. Merci, Dr Kokode. Avant de vous donner la parole pour le mot de fin, quand on a la chance d'avoir un acteur politique, on veut toujours jeter un regard sur la sous-région parce que ce qui touche la Côte d'Ivoire ou la Guinée touche aussi le Bénin. Et s'il y a instabilité dans ces pays, ça touchera d'une manière ou d'une autre et les Béninois aussi. Quel est votre regard sur ces présidents en fin de mandat qui demandent, qui sollicitent un autre mandat, un troisième mandat? Quel est votre regard sur ces situations, aussi bien en Guinée qu'en Côte d'Ivoire? Mais il me semble que c'est Patrick, et avec tout respect pour leur grand âge, j'adore les cheveux blancs, j'ai beaucoup de respect pour les personnes âgées.
été élevés par des personnes âgées et ont quelque part perdu le contact avec la population. Vous voyez ce qui s'est passé au Mali. Je l'ai dit, je suis quelque part malien, j'ai passé pas plus d'un 8 ans. Et je connaissais très bien le président Ibeka quand il n'était pas président de la République. Et j'ai vu comment le pouvoir l'a façonné au fil des années. Et je pense que c'est de cela dont il s'agit. Il perd complètement contact avec la réalité du peuple. Il perd contact avec la réalité du peuple. Quand vous avez et que vous vous patrouillez pour... On a quelques difficultés avec le son. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, c'est mieux maintenant. Allez-y. Oui. OK. Et à partir de quel moment vous ne m'entendiez plus? Peut-être vous pouvez reprendre la réponse à la dernière question par rapport au troisième mandat en Côte d'Ivoire. OK. Je disais donc que lorsqu'on regarde ces chefs d'État, ces patriarches, avec tout le respect que j'ai pour eux, ils ont perdu pied avec le peuple. Ils ont perdu le contact avec le peuple. Ils ont vraiment l'impression qu'ils sont encore dans la période, j'en sais rien, féodale. Voilà, c'est comme ça que moi je vois la chose. Et je disais tantôt que je connaissais, que je prendrais aussi l'exemple du Mali, qui est un exemple particulier, où le peuple, à un certain moment, a dit à Ibeka, nous ne voulons plus de toi. Je disais que le président Ibeka, je le connaissais, je l'ai connu alors que j'étais étudiant au Mali. Et je n'ai jamais vu homme aussi intelligent, homme aussi sage. Et lorsque je vois la façon dont il a perdu pied, il a perdu contact avec le peuple, c'est désolant, c'est surprenant. Donc, que ce soit Alpha Condé, que ce soit Ouattara, qui tripatouillent leur constitution et pour se maintenir au pouvoir parce qu'ils n'ont pas pu, j'allais dire, ils ont raté leur mission et qu'ils n'ont pas pu mettre en place globalement une relève. Mais ça veut dire quoi qu'on n'a pas pu mettre en place une relève? En démocratie, il n'est pas question de mettre en place une relève. Il est question de remplir sa mission et de laisser le peuple aller aux élections pour choisir qui devrait le diriger de nouveau. C'est de cela dont il s'agit. Donc, c'est nos aînés, ils ont perdu contact avec la réalité. Et la réalité s'imposera à eux s'ils persistent. Merci beaucoup. On est pratiquement au terme de cette émission. Je voudrais d'abord remercier tous les internautes qui sont restés avec nous. Il n'y a pas eu tellement de questions, mais il y a eu beaucoup plus de commentaires. Je voulais saluer Abdel Wassi Alao. Il y a eu aussi pêle-mêle Madame Thérèse, Rachidi Oba, Philippe Rounsounou, Alban Wendo et puis Jean-Michel Assoba qui ont apprécié quand même l'émission et votre développement. Donc, comme il n'y a pas eu de questions, je n'ai pas voulu lire les commentaires en tant que tel. Donc, je vous laisse maintenant la parole pour votre mot de fin pour clôturer cette émission. Écoutez, moi, je vous remercie pour cette émission. Je vous remercie aussi pour l'honneur que vous m'avez fait de passer sur Dimanche, on se dit tout. Et je remercie les internautes. Je rappelle que nous sommes en démocratie au Bénin et que l'opposition qui œuvre sur le terrain est plus forte que jamais et que nous allons, n'est-ce pas, continuer à travailler pour que la démocratie rayonne de nouveau dans notre pays et que, n'est-ce pas, le président Patrice Talon, et en qui, en tout cas personnellement, nous avons quelques légitimes affections, d'accord, fera de son mieux pour que ce peuple-là aille aux élections en 2021
de façon apaisée, après certainement être passé par des assises. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois qu'on retient que votre souhait, et le souhait de la majorité des Béninois d'ailleurs, c'est d'avoir des élections apaisées en 2021, que les événements malheureux qu'on a connus en avril 2019 lors des législatives ne se reproduisent plus. Je vais vous prendre quelques secondes encore parce que j'ai je suis là, il n'y a pas de souci. Maître Fatiu Ousmane qui a une question pour vous. Pensez-vous que la démocratie béninoise puisse être encore sauvée? Et si oui, comment? Juste une parenthèse avant de vous laisser partir. Oui, oui, alors Maître Fatih Ousmane demande si la démocratie béninoise peut être sauvée. Je pense que nous sommes debout pour la sauver, cette démocratie, à nos corps défendants. Nous sommes debout à nos corps défendants. Je le dis, en le disant, je frissonne. Voilà. C'est-à-dire que moi, en tant qu'élève dans ce pays, j'ai perdu 4 ans, 4 années scolaires pour que cette démocratie naisse. Et j'ai vu mes profs aller en prison à Segbana. Comme je le dis, j'ai vu mon oncle faire 9 ans de sa vie à Segbana. Et vous imaginez que nous n'allons pas nous battre pour que cette démocratie subsiste. Maître Fatiou, cette démocratie survivra. Et elle survivra au régime autocratique qui nous dirige actuellement. Je le dis avec force. Je crois qu'il y a une question aussi qui m'avait échappé parce qu'un internaute qui me rappelle que j'ai oublié de vous poser sa question. Donc, je suis allé vérifier rapidement. Il n'y a pas de souci, je suis là. Donc, c'est M. Abdel Wassi Alao. Donc, on a parlé de la question d'endettement et il voudrait savoir comment on peut continuer, j'essaie de résumer là, on dit on n'est pas solvable et on nous prête encore de l'argent. Comment on peut continuer par prêter de l'argent à un pays qui n'est pas solvable? Mais, en fait, là, est-ce qu'on nous prête de l'argent? C'est des emprunts obligataires. Nous, c'est nous qui levons l'argent, non? Mais nous n'allons pas le chercher sur les marchés. C'est ça la réalité en définitive. Donc, ce n'est pas les États, ce n'est pas les grosses institutions qui nous prêtent de l'argent. Voilà, quand on veut de l'argent, on va dans les banques, on présente un dossier, c'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Nous disons, nous avons besoin d'argent, de tel, on ouvre une vanne et puis, je ne vais pas rentrer dans les détails de qui s'engouffre là-dedans, on en restera là. Je suis disponible pour lui répondre en privé. Mais bon, on ne peut pas… je l'ai dit, les emprunts obligataires sont nécessaires, mais c'est un dernier recours et dont aujourd'hui nous abusons tout simplement. Merci beaucoup. Je crois que le débat peut continuer dans le fil des commentaires et les échanges peuvent continuer. Ceux qui n'ont pas suivi la totalité de l'émission, elle sera disponible plus tard sur YouTube où l'émission est toujours, les gens peuvent continuer, reprendre l'intégralité sur cette page Facebook BI Africa. Merci beaucoup une fois encore, Dr Kokodé, et puis je vous donne rendez-vous pour dimanche prochain à nos internautes. Merci. Merci beaucoup.